glaces qui se mettent à teinter. Le bûcheron se réveille. Mais cette odeur, ce n'est pas un rêve. Elle est là, elle flotte autour de la maison. Le bûcheron se lève, il regarde en haut. Il y a de la fumée dans la cheminée. Il regarde à travers la fenêtre. Il voit sur le feu, en train de rôtir, un gigot, mais gigantesque. Sur la table, une soupière pleine à ras-bord de soupe. Elle est si grande qu'on pourrait se baigner dedans. Et dans un coin, une bouteille de vin si haute, que le bouchon touche le plafond. Alors l'autre bûcheron pense vite, et surtout il pense en bon père. Il se dit, le gigot pour mes enfants, la soupe pour mes enfants, la bouteille pas pour les enfants, mais je la prends quand même. Il ouvre la porte et il entre. Le grand problème, c'est comment il va faire pour amener tout ça à la maison. Il voit accrocher au mur 2 sacs de toile. Il prend un sac et dès qu'il touche le sac, le vent se met à souffler, la porte s'ouvre, le vent entre en sifflant, la neige lui cingle le visage, le bûcheron essaye de se cramponner aux pierres du mur pour arriver jusqu'à la porte, et quand il arrive à la porte, tout s'arrête. Silence total. Il regarde autour de lui, dans la cheminée, le gigot gigantesque s'est volatilisé. La soupe a disparu. Pas de trace de la bouteille de vin. Ah non, se dit le bûcheron, cette maison n'est pas une maison comme les autres, mieux vaut partir. Et à ce moment-là, il écoute un bruit, un drôle de bruit qui fait zing, splatch, zing, splatch, zing, splatch. Oh non, je ne vais pas fuir par la porte, je vais fuir par la fenêtre. Il essaye d'ouvrir la fenêtre, il s'y cramponne, il tire, la fenêtre est bloquée, il tire, il l'ouvre, trop tard. Zing, splatch. Atterrit au milieu de la pièce, une vieille femme aux cheveux gris qui lui tombent sur le visage. Cette vieille femme n'est pas une vieille femme comme toutes les autres femmes. Elle a un nez énorme qui touche le plancher. Et ce nez n'est pas un nez comme tous les autres nez, c'est un nez de fer. Notre bûcheron comprend très bien qu'il a affaire à une sorcière. Alors, mon pauvre bûcheron, comme ça tu voulais chaparder le repas de mon fils. Tu sais, il n'est pas commode, mon fils. Non, c'est que mes enfants ont faim. Oui, je sais. Mais tu peux prendre tout ce que tu veux, tu m'es très sympathique. Il y a 2 sacs accrochés au mur. Prends le sac. Le bûcheron prend le sac. Il regarde, tout y est. Le gigot, la soupe, la bouteille. En plus petit, bien sûr. Il y a un autre sac. Le bûcheron prend le 2e sac. Il regarde dedans. Il est plein de pièces d'or. Alors tout ça est à toi, à une seule condition. C'est une petite condition sans importance. C'est que tu acceptes de te marier. De te marier avec moi. Me marier avec cette horreur. Tout va très vite dans la tête du bûcheron. La sorcière a dit qu'elle avait un fils, en juger par la dimension des objets, le fils doit être un géant, il n'est pas commode. Oui, pourquoi pas, oui, à vrai dire, je n'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Très bien. Alors, tu vas me suivre, on va faire une fête du tonnerre, une fête extraordinaire. Et on va la faire chez toi, avec tes enfants. Suis-moi. Et la sorcière commence à marcher. Zing, splatch, zing, splatch, zing, splatch. Le bûcheron prend sa hache, les deux sacs. Quand il regarde, la sorcière est en train de disparaître entre les arbres. Il court après elle. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les sorcières au nez de fer. C'est pas une sorcière à balai. Hein. Vous connaissez probablement la sorcière à balai. Ça, c'est une sorcière au nez de fer. La sorcière au nez de fer plante son nez dans le sol. Ça fait zing. Ouais. Et puis, elle ramène ces vieilles savates éculées qui s'écrasent au sol, et ça fait splatch. Bon, c'est comme ça qu'elle apprend. Zing, splatch. Notre bûcheron la perd de vue. À un moment donné, il n'en peut plus. Il a une journée très éprouvante. Il lâche sa hache, les 2 sacs. Il se dit non, ça peut pas. Une vie de couple, ça peut pas commencer comme ça. Et il s'assoit sur une souche. La sorcière revient et lui dit « Mais alors, il est fatigué, mon petit fiancé. C'est pas grave. Ne t'en fais pas. On va faire la fête ici.
donne-moi à boire, c'est l'heure de l'apéritif. Et alors, le bûcheron prend la bouteille, elle fait chanter la jolie chanson du bouchon, la sorcière ouvre la bouche, et le bûcheron verse. Et la sorcière boit. Ben, forcément, c'est une bouteille magique. Et elle boit, jusqu'à ce qu'il lui vient une petite envie de faire une petite sieste sur l'épaule musclée du bûcheron. Il appuie sa tête contre son bras et elle s'endort. Alors le bûcheron, à toute vitesse, il prend sa hache, il vise le nez de la sorcière et d'un coup, un seul, il le brise en deux. La sorcière s'effondre, elle pousse un cri horrible qui fait que les arbres de la forêt se plient en deux et elle meurt. Le bûcheron prend ses affaires et il s'en va, il court, il arrive en courant chez lui. Il a juste le temps de regarder par la fenêtre et de voir ses enfants attablés, la serviette autour du cou, dans une main la fourchette, dans l'autre le couteau. Mais au moment où le bûcheron partait du côté de la forêt, dans un sens, le cri de la sorcière partait dans l'autre sens jusqu'au bout du monde. Et il arrivait à la maison d'un géant, un géant horrible, un poilu, griffu, crochu, qui se dit en écoutant le cri « Maman m'appelle, faut se dépêcher, je vais me faire gronder !» Et en deux enjambées, il arrive devant la maison de la forêt. Il regarde par la fenêtre, il n'y a pas de gigot, il n'y a pas de soupe, il n'y a pas de bouteille. Il prend son œil droit, il l'arrache et il le fait rouler dans la neige. L'œil parcourt la forêt, il circule à travers les arbres et quand il revient, il s'implante à nouveau dans l'orbite du géant et là, il voit, au milieu d'une clairière, sa mère, morte, le nez brisé en deux. Oh, celui qui a fait ça, je le prends dans mon poing, et du jus en sortira, et ce jus c'est qui le boira, c'est moi. Il suit les traces de neige, les traces des pas sur la neige, et il arrive jusqu'à la maison du bûcheron, juste au moment où le bûcheron va entrer dans la maison. Il le prend par l'oreille, il le prend dans sa main, ah, t'es pas bien grave, et du jus en sortira. Et il commence à serrer si fort que le bûcheron sent dans son corps les os qui craquent, il commence à crier. Et les enfants à la maison qui écoutent le père qui crie, il dit « Tiens, c'est papa, allons voir ce qu'il nous a apporté !» Quand ils sortent, ils voient le père et ils voient le géant. « Oh, papa nous a apporté un gros morceau !» Avec les couteaux et les fourchettes, il s'agrippe aux jambes du géant et il commence à découper des morceaux. Quand le géant qui est en train de secouer le pauvre bûcheron voit toute cette marmaille qui s'accroche à ses jambes et en plus qui est en train de le dévorer, oh mais ses enfants sont en train de dévorer, il lâche le bûcheron et il commence à faire sortir ses enfants. Et il court désespéré, il arrive jusqu'à la fin du monde. Et peut-être plus loin parce que depuis on ne l'a plus jamais vu. Le bûcheron a fait une fête du tonnerre avec ses enfants. L'or a été dépensé, le gigot a été dévoré, la soupe a été bue. Et le vin coule encore. Et la sorcière voulait de faire un conte hongrois, une tradition hongroise. Voilà, un conte merveilleux pour rendre hommage à la littérature de jeunesse et au merveilleux. C'était super. Je pense que ça nous a tellement plu qu'on pourrait t'en demander une autre histoire. C'est possible? Oui, c'est possible. Moi, j'ai pas de bouteille de vin magique, mais j'ai une bouteille d'eau. Je vais raconter une histoire. Je pense que personne ne la connaît, sauf toi. Mais ça va dans le sens du merveilleux. Je l'avais raconté l'année dernière et ça avait plu. L'histoire de l'ogre et de l'enfant. Oui. Je pense que personne d'autre ne la connaît pour ne pas répéter. Ah voilà, bon, vous acceptez que je répète ou je choisis quelque chose d'autre? Oui. Bien. Alors, je vais me mettre à l'aise. Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un petit village. Il s'appelait Baborco. C'est un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage.
et les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. Un jour, de belle humeur, l'ogre dit aux gens du village: « Si vous m'apportez chaque jour un bon repas, de quoi remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits, promis. » Les parents étaient contents, vous pouvez imaginer. Ils se sont mis à concocter de petits plats, des desserts, des plats principaux, des entrées, pour satisfaire l'appétit fabuleux de l'ogre. Pietrino habitait la maison la plus pauvre du village. Il avait toujours faim. Ce jour-là, sa mère l'appelle et lui dit: « Hélas, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Baborco. Mais attention, mon fils, si tu touches un seul de ces gnocchi, l'ogre s'en apercevra et ne fera qu'une bouchée de toi. » Dommage, soupire Pietrino. Ça m'a l'air drôlement bon. Et le voilà parti. Marche que je te marche, la route est longue pour arriver jusqu'à la maison de l'ogre. Et alors, Pietrino avance et la bonne odeur des gnocchi lui chatouille les narines. Si j'en prends un, rien qu'un, Baborco ne verra rien. Le petit garçon soulève le couvercle, attrape un gnocchi et l'engloutit. Il regarde à nouveau l'assiette. Tiens, un gnocchi dépasse du couvercle, et un autre, et encore un autre. Pietrino les mange, et au bout d'un moment, comme vous pouvez très bien imaginer, il n'y a plus rien dans l'assiette. Baborco va me manger. Marche que je te marche, la route est encore bien longue. Pietrino passe devant un troupeau de chèvres, très occupé à faire de petites crottes, bien rondes, bien noires et bien fumantes. « Tiens, des gnocchis de chèvre !» s'écrie l'enfant tout content. Il en ramasse plein et il remplit son assiette. Marche que je te marche, l'enfant arrive enfin à la maison de l'ogre. Il frappe à la porte. Baborco, c'est moi, Pietrino. Je t'apporte des gnocchis tout chauds. Merci, petit, mais entre donc. Pietrino préfère rester à la porte. Dès la première bouchée, l'ogre grogne et grimace. Bizarre. Bizarre, ces gnocchis. Baborco goûte encore et recrache tout. Pah! Mais c'est du caca que je mange là. Pietrino s'enfuit à toutes jambes en direction du village. Cours, Pietrino, cours autant que tu voudras. Cette nuit, tu ne m'échapperas pas. Pietrino arrive chez lui et va se cacher dans sa chambre, tandis que sa mère, dans la cuisine, est en train de coudre. La nuit venue, Baborco est là, au pied de l'escalier. L'ogre grogne et grommelle. Pietrino, c'est moi, Baborco. Je suis sur la première marche. J'arrive en haut. Je vais apparaître. Cache-toi sous la fenêtre. L'enfant se cache sous la fenêtre. Pietrino, je suis sur la deuxième marche. J'arrive en haut. C'est bientôt fini. Cache-toi sous ton lit. L'enfant se cache sous le lit. Pietrino, c'est moi, Baborco. J'ai grand faim. Cache-toi sous ton drap. Pietrino se cache sous son drap, il ne sait pas quoi faire. Baborco arrive à la cinquième marche. Pietrino, c'est moi, Baborco. Je suis en haut. Et pour que je t'emporte, cache-toi derrière la porte. L'enfant, en claquant des dents, obéit, il se cache derrière la porte s'ouvre, et en une bouchée, Baborco avale Pietrino tout rond. Le ventre lourd, l'ogre se couche sur le lit de l'enfant, et il s'endort. Et il ronfle, Baborco. Il ronfle fort. La maman de Pietrino, qui coud dans la cuisine, entend les ronflements. Inquiète, elle prend ses grands ciseaux et elle monte l'escalier sur la pointe des pieds. Quand elle arrive, elle voit l'ogre énorme couché sur le lit de l'enfant. Elle comprend tout. Avec ses grands ciseaux, clic, clac. Elle ouvre le ventre de Baborco et elle en sort son Pietrino tout penaud. « Je te jure, maman, plus jamais je ne donnerai de caca de bique à Baborco. »« Si, crétino, prends ce panier et allez, ouste, file me ramasser tout le crottin de chèvre que tu trouveras. » Une heure plus tard,
Pietrino est de retour avec son panier plein de crottes de biques. La mère vide le panier dans le ventre ouvert de Baborco. Elle recoue la blessure, mais Baborco ronfle épouvantablement et ne se réveille pas. Tous deux quittent la chambre sans faire de bruit. Quelques heures plus tard, Baborco se réveille avec un affreux mal de ventre. Il peut à peine marcher. Il va jusqu'à la porte, il arrive à l'escalier, patapoum, patatras. L'ogre dégringole l'escalier jusqu'en bas et se casse la tête contre le rebord d'une fenêtre. L'ogre est mort, bon débarras. Tout le monde dans le village crie et célèbre « Viva Pietrino! Viva Pietrino !» Pendant 3 jours et 3 nuits, grands et petits se sont régalés de gnocchi. Et le conte est bien fini. Baborco Pietrino, un conte de la Sardaigne, transcrit par Muriel Robin, une conteuse française. Voilà. Merci beaucoup. Ça s'appelle merveilleux. Hein. Merci à vous. Merci à vous. On se met de quel côté pour... Je pense que je vais passer l'audio uniquement parce que, je sais pas, ça va être un peu compliqué pour connecter ça en haut-parleur. Ah, ok. J'ai peur que ça ne s'entende pas bien, donc si je connecte mon téléphone ok. Et on fait haut-parleur. passer le Oui, on va faire passer le catalogue de l'école des monstres. Donc un catalogue réalisé par des élèves de tercera de l'année dernière avec Paz Espinosa, de français, formatrice de professorado. Van a pasar. No, va a seguir. Ce sont mes étudiants. C'est vrai? Ah, parce que tu as je le les cas- ai entre quatrième. Ah, tu as le déjà Ah, avec ils eux, sont c'est vrai. Ils sont les quatrième. Con los terceros grados, proyecto de lectura y escritura, en el que trabajamos con algunos de los ejemplares de la saga L'École des Monstres de Sally Ripping, una escritora infantil muy conocida en Australia. Y bueno, empezamos justamente por compartir clases de lectura colectiva, conocer a los personajes. Trabajamos las descripciones de otros personajes que fuimos conociendo a través de internet, y la etapa final del proyecto fue la creación de un catálogo de nuevos personajes para la Escuela de Monstruos. Los chicos y las chicas de tercero A y B crearon cada uno su personaje, que dibujaron y describieron, y bueno, la idea era justamente motivar a la escritora a seguir escribiendo nuevos libros con estos personajes imaginados. Y bueno, lo lindo de la experiencia es que a fin de año el PDF del catálogo llegó a manos de la autora a través de redes sociales. Donc cette vidéo, cette présentation, je vais la poster tout à l'heure sur Instagram, donc vous pourrez la re-regarder. Et il y a aussi d'autre part des vidéos, enfin c'est pas des vidéos, des enregistrements qu'elle a fait avec des élèves de 3e année de cette année, où ils donnent leurs impressions sur la lecture de BD fantastiques. Et c'est très marrant, ils disent ce qu'ils en pensent, ils expliquent pourquoi ils pensent qu'il s'agit d'histoires fantastiques, ils parlent de leurs personnages préférés.
Donc ça, c'est aussi sur Instagram. Tout le monde suit la bibliothèque sur Instagram? Oui. Oui. Non. Tu as Instagram? Non, je n'utilise pas. Bon, je peux te les envoyer. Si quelqu'un n'a pas Instagram, je peux les envoyer aussi par mail, les vidéos. Voilà. Et c'est la dernière activité dans la semaine des bibliothèques où il y a encore des activités l'après-midi, n'est-ce pas? Oui, ça se termine aujourd'hui. Je crois qu'à la Bibliothèque Générale, il y en a encore cet après-midi. Vous pouvez voir le programme sur Internet. Mais bon, aujourd'hui, c'est le dernier jour. On a commencé de lundi au vendredi. Vous avez participé à d'autres activités de la semaine des bibliothèques? Non? C'est la première, celle-là? Et les années précédentes, vous avez participé à des activités? Non? Donc chaque année, on change le thème. Donc cette année, on s'est concerté pour travailler sur ça, sur la littérature fantastique, les mondes imaginaires. Non, vraiment, c'était génial de pouvoir t'écouter, Martine. Super. Moi, c'était la première fois que je t'écoutais narrer. Oui, je l'ai fait ici l'année dernière. L'année dernière pour la fête des profs. Les profs de français. Ouais. Et tu t'es formé tout seul pour cela, pour la narration orale? Non, tout seul, j'ai suivi des cours aussi avec des narrateurs, Miguel Faux, Adrián Dieste, qui sont deux Espagnols qui habitent ici, et Claudio Ledesma aussi, voilà, à travers le temps. Mais la mise en scène, c'est toi qui la prépare. En général, c'est plutôt. Il faut que je sois plutôt discret. Hier soir, par exemple, j'ai raconté l'histoire à des étudiants de l'autre institut pour voir un peu comment ça se passait, si ça allait bien, parce que je n'avais pas eu le temps de venir ici, disons, faire une répétition. Et alors à un moment donné, ils m'ont dit, bon voilà, mais alors qu'est-ce que vous allez mettre et tout. Je dis, non, le protagoniste c'est le conte, moi j'essaye de m'effacer derrière l'histoire, dire, bon, évidemment, on va un peu créer les personnages, créer la voix d'un personnage, etc. Mais oui, c'est un peu comment tu vois l'ogre ou le bûcheron ou la sorcière, etc. Et tu as eu l'occasion de présenter, de raconter ces histoires en école primaire, ici, à l'école? École primaire, non, ici à l'école primaire, non. J'ai raconté surtout pour des adolescents et pour des adultes. Bon là, ce sont des histoires, comme tu m'avais dit, c'est la littérature de jeunesse, donc c'était plutôt des histoires pour des jeunes ou des enfants, même si je crois que parfois même les adultes prennent du plaisir à écouter ces vieilles histoires, ça leur permet de revenir un peu en arrière et de retrouver, je sais pas, ces moments où la maman, la grand-mère, le grand-père ou le père racontaient des histoires. Voilà. Oui, tout le monde avait l'air très accroché à l'histoire, comme ça, on dirait des enfants, non? Quand on écoute des histoires merveilleuses, on revient. Je veux raconter une histoire, et tout change. Il y a l'attention qui est tout de suite captivée. Tout à fait, tout à fait. C'était super. Merci. Et Lola, Lola, vous la connaissez tous, c'est notre assistante de français cette année. Enchantée. Et, bon, a priori, elle ne savait pas en fait que... Enfin, elle savait qu'elle allait être avec toi en cours, mais elle ne savait pas que l'activité c'était ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu un cours de diction avec elle, elle est venue. Et elle a déjà commencé à parcourir les cours du niveau supérieur, alors peut-être vous la reverrez. Ou sinon, il y a le club de le mardi de 11h à... Ça aurait été bien aussi peut-être de t'écouter, enfin, il aurait fallu peut-être la préparer en avance. Je peux le râler si vous voulez, mais ce ne sera pas le même, et c'est dur de passer après. Non. Mais pour la semaine des profs, peut-être. Pour la semaine des profs, on pourrait préparer quelque chose, non? Peut-être sur un conte de ton enfance, des contes que tu écoutais quand tu étais enfant. Pas de problème. Bon, et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et même s'il a plu, qu'on a eu... Oui, malgré la pluie, vous vous êtes déplacés, c'est très gentil. Voilà. Et merci beaucoup Martine encore. On applaudit.